Si vous ne faites pas éclater votre volonté de puissance, non pas dans les mots, mais dans les faits, forcément, vous êtes toujours assujetti à ce genre de propos. Parce que la chose, c'est que où est notre volonté de puissance? Où est notre dimension de conquête, notre esprit de conquérant? Regardez nos WhatsApp. Tous nos WhatsApp sont des murs de lamentation. On se plaint toujours de ce qu'on nous a fait, de nous enfermer dans les drames du passé, alors qu'il s'agit d'utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. Mais la première conquête que vous devez mener à son terme, c'est la conquête de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas parvenu à vous conquérir vous-même, vous ne pourrez pas conquérir rien. Comment voulez-vous être respecté si nous-mêmes on se respecte? Dans la réalité, on ne respecte que les conquérants. On ne respecte que les conquérants. On aurait été violet, ça aurait été le même problème. On aurait été jaune, ça aurait été le même problème. À partir du moment où vous n'avez pas la manifestation de votre volonté de puissance et que vous n'êtes pas des conquérants, peu importe votre couleur de peau, forcément on ne vous prend pas au sérieux. Alors si on veut être pris au sérieux, il faut mettre notre capacité, notre génie africain dans l'esprit de la conquête. Et il ne faut pas oublier une chose. Quand les Européens sont partis à la conquête du monde, ils sont partis faire du business. Ils sont partis créer des routes commerciales. C'est vrai qu'ils ont pris les armes, c'est vrai qu'ils ont détruit nos empires. Mais regardez, ce sont les routes commerciales qui ont rendu certaines civilisations puissantes aujourd'hui. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas ce qu'on nous a fait ou ce qu'on ne nous a pas fait. Où sont nos routes commerciales? Hein? Où est notre esprit de conquête pour créer entre nous des réseaux économico-financiers? Où sont nos établissements financiers? Hein? Où sont nos magasins? C'est de cela dont il s'agit. Quand on part à la conquête, c'est pour bâtir des réseaux commerciaux et pour affirmer sa volonté de puissance. Il faut comprendre ça. Si nous n'assumons pas cette volonté de puissance, forcément les gens vont nous marcher dessus. Et je vous dis, peu importe notre couleur de peau, si on n'affirme pas notre volonté de puissance, on ne sera pas respecté. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, c'est pas la puissance, c'est la clé de la raison d'être sur Terre. Si tu ne veux pas être puissant, tu seras une proie et preuve finale. Et personne ne va te respecter. Maintenant, la puissance, c'est quoi? C'est la volonté collective d'être puissant. C'est de ça dont il s'agit. Si vous ne transmettez pas à vos enfants cette volonté de puissance, hein, si nous parlons tout le temps de ce qu'on nous a fait, oui. Mais en plus, il faut donc nos propres églises, nos propres sanctuaires, si on peut dire, nos propres mosquées. Parce que, comme la spiritualité est le lieu qui reçoit le maximum de personnes, on peut être sûr que si nous refaisons nos sanctuaires et qu'on les finance, éventuellement, si nos États veulent les financer, ou bien si nos personnes privées qui préfèrent souvent financer les églises et les mosquées nous financent, que nous en arrivions à être capables de faire dans ce travail. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Parce que si nous allons toucher à ses origines et voir la relation immédiate avec Osiris, d'accord? Parce qu'évidemment, c'est pas à vous que je vais enseigner le fait que le christianisme n'est qu'une fille tardive de la grande tradition des peuples soudanais, qui a un peu évolué à sa manière, tout comme l'islam d'ailleurs, et le judaïsme aussi, bien évidemment. Ça, c'est un fait. Mais je fais cet exercice avec l'idée qu'il faut réhabiliter un certain nombre de choses. Parce qu'aujourd'hui, si dans une assemblée, on dira kémite pour parler vite, nous observons ce rituel, beaucoup qui verront de l'extérieur croiront que nous sommes ici dans du christianisme. Mais en fait, il faut savoir l'explication du christianisme, une fausse idée. Hein, parce que c'est une tradition qui a beaucoup agressé les peuples subsahariens. Bon, c'est un fait. Mais il ne faut pas avoir le réflexe de tout rejeter. Et mes amis, nous arrivons dans un carrefour où l'on doit orienter l'éthiopisme vers sa direction finale. Et Cheikh Anta Diop a bien projeté l'idée de la renaissance nègre sans langue de bois. Mais ce sont nous qui voulons faire le contraire. Nous ne faisons aucune différence entre les traditions et les dogmes. Nous ne faisons non plus de différence entre le folklore et les dogmes. En effet. Et pour répondre, pour éclaircir ces points, posons cette question. Qu'est-ce qu'on entend par le folklore? Je l'ai déjà défini, mais il me paraît important de le refaire. En effet, qu'est-ce qu'une tradition? Qu'est-ce qu'un dogme? Et qu'est-ce qu'on entend par conseil écuménique? Parce que Cheikh Anta Diop a dit dans son bouquin Alerte sur la tropique, il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain
donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale, en provoquant un conseil écuménique et ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent, l'approfondissement de la normalisation du dogme sur la base du monothéisme ancestral. Ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger, mettra les Africains à l'abri de toute aliénation culturelle. Excusez-moi mes amis si je cite constamment cette citation, parce que pour moi, il est le fil conducteur de la véritable renaissance africaine, mais cette citation est mal comprise. Et c'est pourquoi je vais l'éclairer de toute ma force. Et mes amis, je sais que l'éthiopisme est dépassé actuellement, dépassé un peu, mais pour moi, il a gardé assez de logique pour aboutir à la renaissance africaine. Donc, une simple critique afrocentrique peut faire voir que Cheikh Anta Diop avait utilisé des terminologies occidentales telles que conseil écuménique, dogme. Ce sont des concepts qu'on retrouve de la théologie, dans le champ théologique et judéo-chrétienne. Mais l'idée que Cheikh Anta Diop veut faire passer reste et demeure claire. Et c'est pour cette raison nous devons éclairer cette citation. En effet, je suis du même avis que Dibombari, que Kalala Omutande, que Mbok Basson. Et je viens de poster une bout de vidéo regroupant les témoignages de Cheikh Anta, de Dibombari, de Kalala, de Mbok Basson. En effet, mes amis, définis en effet ces thèmes pour mieux faire ressortir la bonne compréhension de cette citation. Et pour définir la notion du folklore, nous allons citer cet intellectuel, regardez bien, et c'est Jean Prasmas. Son livre s'intitule Ainsi parla l'oncle. N'oubliez pas, Jean Prasmas, c'est le Léopold Sédar Senghor, c'est le vrai père de la négritude. Parce que le courant de la négritude a été émergé en Haïti sous le nom de l'indigénisme. Et beaucoup d'intellectuels africains et les auteurs de la négritude admettaient que Jean Prasmas est le véritable instigateur de la négritude. N'oubliez pas, Jean Prasmas est un haïtien, un grand intellectuel. C'est lui qui a milité pour la valorisation du vaudou haïtien. Et mes amis, Jean Prasmas, c'est lui qui a entrepris pour la première fois l'étude folklorique de la société haïtienne. Et cette étude est vraiment importante et je vais vous dire que ce livre a inspiré Léopold Sédar Senghor, il a inspiré Aimé Césaire pour donner naissance à la négritude. Et c'est un livre, c'est un chef-d'œuvre. Et Théophile Obenga a parlé de Jean Prasmas dans ses écrits comme Anténor Firmin. Il a parlé de cet homme, c'est un grand homme, un grand savant, un grand intellectuel haïtien. C'est lui qui a fondé la faculté d'ethnologie haïtienne dans l'idée d'étudier le vaudou de façon scientifique. Il a fait un grand travail et son œuvre, et il a allégué cela à toute la société haïtienne. À nos jours, on peut dire que la faculté d'ethnologie haïtienne, comme on l'appelle en Haïti, c'est un potomitan. Et lisons la définition de Jean Prasmas du folklore. Voici, vous voyez, on voit le sous-titre, qu'est-ce que le folklore? Et je vais lire pour vous. Jean Prasmas a dit, notre réponse à cette interrogation s'inspira en partie des travaux copiés des savants qui ont illustré les noms de M. Paul Sabillot et auxquels il a consacré les plus patientes recherches et la plus pénétrante sagacité. Le terme folklore, rapporte Sabillot d'après William James Storm,
est composé de deux mots saxons folklore, littéralement folk, peuple, lore, savoir. C'est-à-dire the lore of the people, the lore of the people, c'est-à-dire les savoirs du peuple. Entre guillemets, il est difficile d'expliquer, continue Williams Tom, quelles branches de la connaissance doivent être comprises sous ces titres génériques. L'étude du folklore s'est étendue bien au-delà de sa conception originelle. Dans un sens large, on peut dire qu'il occupe dans l'histoire d'un peuple une position correspondant exactement à celle que la fameuse loi non écrite occupe au regard de la loi codifiée, et on peut le définir comme une histoire non écrite. De plus, il est l'histoire non écrite des temps primitifs. Au cours du développement de la vie civilisée, beaucoup des anciennes manières, coutumes, observances et cérémonies des temps passés ont été rejetées par les couches supérieures de la société et sont graduellement devenues les superstitions et les traditions des basses classes. On peut dire que le folklore englobe toute la culture du peuple qui n'a pas été employée dans la religion officielle ou dans l'histoire de la civilisation par d'étranges et grossières coutumes, des superstitions, associations avec des animaux, les fleurs, les oiseaux, les arbres, les objets locaux et avec les événements de la vie humaine. Il comprend la croyance et la sorcellerie, aux fées et aux esprits, aux balades et les dits proverbiaux qui s'attachent à des localités particulières, les noms populaires des collines, les ruisseaux, les cavernes, les tumulus, des champs, des arbres, etc. et de tous les incidents analogues. Dans la vie sauvage, toutes ces choses existent non comme survivances, mais comme des parties actuelles de l'état même de la société. Les survivances de la civilisation et les statuts du folklore des tribus sauvages appartiennent toutes deux à l'histoire primitive de l'humanité. Donc, ça c'est la définition donnée par Jean Prasmas. Et cette définition est totalement claire pour éclairer le point obscur. Bon, on voit ce que c'est que le folklore. On doit savoir que beaucoup de nos pratiques et mythes visant à retourner à la source ancestrale sont folkloriques. Il faut l'admettre. Donc, il faut dire que l'Égypte antique avait passé par des stades folkloriques afin d'établir une civilisation qui dure des millénaires sans guerre de religion, sans schismatique, c'est-à-dire sans la division des religions en plusieurs sectes dissidentes telles que l'on voit dans le christianisme, dans l'islam ou dans le protestantisme. En effet, on peut voir dans la définition du folklore donnée par Jean Prasmas au cours de l'évolution de la société, il y a des pratiques telles que certaines légendes n'allaient plus exister, certaines croyances, certains rites ne vont plus exister non plus. Cela veut dire que certains vont subsister dans la masse en marge de la norme établie par l'élite politique ou l'élite religieuse ou l'élite économique. Donc, mais les combattants kémites ne voient pas la chose telle qu'elle faudrait. Donc, on veut à tout prix pratiquer le folklore africain tel qu'il est, sans retirer, sans ôter. Donc, on veut conserver toutes les pratiques folkloriques. Tous les rites, toutes les croyances, tous les chants, on ne veut rien rejeter, on veut tout conserver. Et c'est pourquoi cela explique que nous sommes dans le folklore. Donc, et tout cela explique qu'on a une civilisation non réglementée. Tout cela explique qu'on a une civilisation non réglementée. Cela veut dire en Afrique, on ne peut pas faire des différences entre la civilisation africaine et le folklore africain. Donc tout est mélangé, tout est confondu. Donc on ne veut rien rejeter, on ne veut rien choisir et rejeter ce qui ne va pas avec le modèle de la civilisation qu'on veut projeter. Donc tout est confondu.
Et la confusion la plus banale est due à la colonisation. Parce que les pratiques judéo-chrétiennes et gréco-latines sont érigées en civilisation et en civilisation africaine proprement dit, et son folklore sont résumés à des pratiques folkloriques et barbares. Cela veut dire que l'Africain ne fait aucune différence entre sa civilisation proprement dite, qui doit être érigée par une élite, et son folklore, qui est une partie de cette même tradition rejetée par l'élite. On ne peut pas faire cette différence. Donc c'est pour cette raison, l'Africain se trouve dans cette confusion et n'arrive pas à distinguer sa civilisation et son folklore. Et les Kémites se trouvent dans cette confusion dont nous parlons là. Donc en effet, pourquoi cette confusion? Pourquoi? La raison est que les Kémites cherchent à pratiquer tous les rituels issus et ça et là dans toutes les nuances des cultures africaines, sous forme qu'on retourne à la religion ou à la tradition ancestrale. Pour ma part, pour qu'il y ait civilisation, il faut une élite qui érige en homme certaines pratiques de nos folklores et rejeter certaines pratiques. Donc, c'est ce qui est érigé en homme qui est la civilisation proprement dit. Et ce qui est rejeté par cette même élite constitue le folklore qui peut survivre, je bien dit, qui peut survivre de la masse populaire. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une tradition élitique et une tradition populaire. Et la tradition élitique, c'est ce qu'on appelle véritablement, proprement, la civilisation. Et la tradition populaire, c'est ce qu'on va appeler le folklore. Mais il n'y a aucune élite qui fait aucune différence, qui n'érige aucune chose. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que le peuple africain, le peuple haïtien, les Noirs de la diaspora se trouvent dans une confusion vis-à-vis de ces concepts. En guise d'illustration, mes amis, en Égypte, l'Égypte qui est la première civilisation, a été procédée de la manière dont on dit là. Si on dit que cette pratique qui désigne le folklore et la civilisation, c'est une pratique occidentale, on peut bien dire que cette pratique, si c'est une pratique occidentale, eh bien l'Égypte était la première civilisation qui avait procédé, qui avait érigé cette méthode-là. Cela veut dire que si l'Occident a procédé de cette manière, eh bien l'Occident avait volé cela à l'Égypte antique. Parce que mes amis, Bernadette Benu, qui est une égyptologue très réputée, avait publié un document qui a pour titre « Histoire économique et sociale de l'Égypte ancienne ». Et Bernadette Benu a questionné pourquoi et comment Kemet, c'est-à-dire l'Égypte, arrivait à être fédérée. Donc, il dit, et je cite pour vous la citation, il dit, on ignore comment des royaumes indépendants en vinrent à s'allier au cours du Nagada D. Politique de conquête menée par certains, défense des intérêts communs et lutte contre les ennemis extérieurs. La documentation abondante que nous possédons ne montre aucune véritable bataille organisée, mais insiste au fil du temps sur la suprématie évidente d'un chef, sachant relier dans la lutte contre l'ennemi des totems de plus en plus nombreux. Savoir-faire et aux nouvelles méthodes de production de l'agriculture et élevage. Besoins commerciaux, promotion d'une divinité, d'une idéologie, tous ces facteurs se rejoignent probablement pour contribuer à la formation d'une fédération de principautés gouvernées par des chefs appartenant à des lignées désignées au moyen des symboles pour la plupart des animaux. Fin de la citation. On voit selon ces propos qu'il y avait des idées diverses, des nations diverses ayant des cultures différentes, des langues différentes, des modèles de gouvernement différents, qui étaient en guerre, mais certains rois mènent des politiques de conquête jusqu'à ce qu'on adopte une idéologie commune pour fédérer l'Égypte. Mais il faut dire que la culture ou l'idéologie que les premiers rois égyptiens avaient adoptée fut celle des Hierakonpolis et des Nagada. Parce que toute
le peuple de ces contrées-là n'avait pas la même culture, la même vision du monde. Mais le peuple des Hierakonpolis et des Nagada avait une vision du monde commune. Et les premiers rois de l'Égypte, avant Namé, avaient adopté cette vision commune du monde et elle avait imposé sur le reste des contrées jusqu'à ce qu'on arrive à fédérer l'Égypte. Donc, Bernadette Menny insiste dans le même livre. Il dit, selon toute vraisemblance, les royaumes dominants du sud de la seconde moitié du 4e millénaire étaient ceux des Hierakonpolis et des Nagada. Les souverains des Hierakonpolis contribuaient à réaliser l'unité de l'Égypte, colonisaient la Palestine et fut enseveli à Abydos. Ailleurs, Bernadette Menny continue, il dit, les objets provenant des Hierakonpolis appartiennent à une vaste culture qui s'est répandue dans toute l'Égypte, du sud au nord, à partir du Nagada D, B, C et surtout DD, puis à l'époque du Nagada 3. Fin de la citation. Donc, c'est très clair, pour créer le premier État fédéral du monde, l'élite des Hierakonpolis et des Nagada avait établi sa culture comme norme et rejetant certaines pratiques folkloriques. Donc, on a tout systématisé dans une idéologie de Mahat, liant la religion et la politique. On a fait le premier système du monde, la première école philosophique et théologique dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que les premiers rois de l'Égypte avaient fait. Donc, cela devrait nous servir de leçon, mes amis. Il faut prendre une culture nationale d'une nation africaine afin d'agglomérer toutes les autres cultures. Et il faut expanser cette culture-là sur tout le monde noir, sur tous les nègres du monde entier. Donc, comme on sait que l'Égypte est la première civilisation humaine et qu'elle était une civilisation nègre, eh bien, on peut adopter la civilisation égyptienne. Après avoir adopté cette civilisation-là, il faut remplacer au Mali la cosmogonie des Dogons du Mali par celle de l'Égypte. Il faut remplacer la cosmogonie des Bambara par celle de l'Égypte. Il faut remplacer la cosmogonie du vaudou du Bénin par celle de l'Égypte. Et il faut remplacer la cosmogonie du vaudou haïtien par celle de l'Égypte en vue de donner à tout le peuple noir une seule vision du monde, une seule cosmogonie, un seul panthéon, un seul clergé pour diriger ce peuple-là. Mais on a abandonné, on a rejeté, on a oublié tout ça. Messieurs, il faut dire que l'heure des études comparatives a pris fin. Il faut cesser de démontrer l'équivalent d'Osiris de la panthéon du vaudou béninois. Il faut cesser de montrer l'équivalent d'Osiris dans le panthéon ou dans la cosmogonie des Bambara. Il faut cesser de montrer l'équivalent d'Osiris de la cosmogonie des Dogons du Mali, du vaudou haïtien et tant d'autres cosmogonies africaines. Il est temps de les assimiler, messieurs. On doit se poser cette question. Quelle est la finalité des études comparées qu'on fait dans tous les domaines, messieurs? Quelle est la finalité? Est-ce pour plaire ou pour assimiler? Il faut fixer un objectif. Mais après avoir su qu'il s'agit de la même vision du monde, messieurs, il faut choisir une cosmogonie et puis l'imposer au reste de l'humanité noire. C'est ce qu'il faut faire. En effet, avec tout le respect que je dois au kémitisme, je dois dire qu'on est dans le folklore. On est dans le folklore parce que tous font les choses comme bon leur semble, parce qu'il n'y a pas une élite religieuse qui a fixé un dogme. Maintenant, on ne veut pas commencer comme il fallait. On jette les gens en erreur quand on voudra établir ce qu'il faut. On sera dans l'incapacité de le faire, messieurs. Parce que ces gens seront totalement ancrés dans ce qu'on fait actuellement. On ne pourra pas les unifier autour d'un seul système du monde, messieurs. Parce qu'on commence comme le protestantisme et il y a plusieurs conceptions différentes. Mais un jour, mes amis, je ne prophétise pas, mais je fais là la sociologie prospective. Et dans cette gâchis qui est actuellement, on peut voir, on peut lire dans l'avenir qu'un jour, il y aura autant de sectes kémites que des leaders kémites, messieurs, comme le protestantisme.
Parce que tous auront l'ambition d'avoir leur propre assemblée, leur propre secte. Et à partir de là, on ne pourra rien réglementer, mes amis. C'est pourquoi il faut prendre à la base. Donc, les kémites devraient réunir en vue de fixer le système du monde égyptien à toutes les assemblées, imposant le panthéon égyptien pour avoir un seul langage, mais reste dans la confusion. Certains kémites au Guadeloupe et en Haïti parlent d'Obou, et d'autres parlent de Nomo, d'autres parlent d'Osiris, parce que les concepts sont différents, les panthéons sont divers linguistiquement parlant, même si au fond c'est la même chose. Mais pourquoi le kémitisme ne peut pas fixer un dogme, un seul panthéon pour tous les kémites du monde? Donc, en effet, et même les politiciens panafricains qui pourraient nous aider, et même ne voient pas les choses comme il fallait. Parce qu'ils parlent de la fédération africaine tout en ignorant le véritable esprit de la fédération. Il faut se rappeler que l'esprit de la fédération est l'esprit de conquête. Cela veut dire qu'un pays africain, une fois acquéri la puissance qu'il faut, devra fixer sa politique de conquête de terre. Il doit conquérir d'autres nations qui veulent rester sous la tutelle du néocolonialisme en vue d'établir la fédération africaine. Parce qu'il faut savoir que la première fédération du monde a été possible grâce à la conquête menée par les rois de la dynastie Zéro, tels que le roi Scorpion, le roi Ka, le roi Zeken, etc. Mes amis, il faut dire que Bernadette Meunier a dit dans le livre dont on vient de faire le point là, il a dit que avant l'unification de l'Égypte par les prédécesseurs d'Inamer, les premiers rois de la dynastie Zéro, les Oro, Scorpion et Ka, Zeken, ce dernier peut-être momentanément en partenariat avec Crocodile. On a toutefois sous ses règles une forte emprise militaire ou policière, exprimée depuis très longtemps par la menace émanant de l'individu armé, en parenthèse, chef, tenant par le chevet un personnage au bras lié derrière le dos. Donc vous voyez, selon cette citation, Namer n'est pas le premier roi du monde. Il est le premier roi d'un pays organisé, d'un pays fédéré. Mais ce fut ses prédécesseurs qui avaient mené des conquêtes en vue de préparer la stabilité pour faciliter la tâche à Namer. Mais ce n'était pas Namer proprement dit. Mes amis, tels que le dit Kalala ou Moutande, même la première fédération du monde, c'est-à-dire l'Égypte antique, avait fédéré grâce à l'esprit de conquête, grâce à des guerres menées par des rois. L'esprit de conquête a été ignoré. Kalala ou Moutande dit qu'il y a une chose qui manque aux panafricains, c'est la volonté de puissance qui doit faire de nous des conquérants. Il faut se rappeler que les anciens empires africains étaient possibles grâce à l'esprit des conquêtes, mes amis. Parce que l'empire de Ghana, l'empire du Mali, l'empire de Songhai, l'empire de Toucouleur, l'empire de Wassoulou, l'empire d'Haïti était possible grâce à la conquête des terres. Cela veut dire que les empereurs étaient des conquérants. N'importe quel conquérant, mes amis, n'importe quel conquérant de n'importe quel pays africain peut fédérer toute l'Afrique sur seulement. Il a la volonté de puissance. Il doit diriger son propre pays avec une main de fer. Et ensuite, il doit monter son armée et conquérir l'Afrique pays par pays pour en faire un empire. C'est là le véritable esprit de la fédération ou l'esprit de l'empire, l'esprit impérial. Mais si on ne fait pas ça, messieurs, on est des utopistes, on est des chimères, on est des rêveurs. Mes amis, on laisse la jeunesse panafricaine dans une utopie espérant une fédération africaine qui n'aura jamais lieu, messieurs. Si un chef d'État africain n'érige pas son pays en empire et dirige ce pays avec une main de fer et ensuite instituant une armée très forte et après conquérir l'Afrique pays par ambition de terre, on ne fera rien, monsieur. Sans cela, monsieur, on reste dans le dialogue et l'esprit du dialogue n'est pas l'esprit de l'empire, n'est pas l'esprit de la fédération, mais c'est l'esprit de conquête, monsieur. C'est pourquoi Kalala ou Moutande dit, nous devons être des conquérants, monsieur. Nous devons avoir la volonté de puissance.
C'est ce qui nous manque. Et mes amis, il faut dire que la fédération de Russie a été possible. Russie qui possède toutes ces terres-là. La fédération de Russie a été possible grâce à la conquête menée par Pierre Ier le Grand, monsieur. N'oubliez pas, Pierre Ier le Grand avait avancé la géographie. C'est comme si la limite de la Russie jusqu'en Europe, monsieur. Et c'est pourquoi l'Europe, la Russie s'appelle Eurasie, monsieur. C'est pour cette raison, dans un moment donné, on avait considéré la Russie comme un continent à part entière. Mes amis, la fédération canadienne a été possible grâce à la conquête, messieurs. Les Canadiens anglais et les Canadiens français se battaient. Les uns priment et dominent les autres. Enfin, on a fait le Canada uni, messieurs. Vous voyez que les Canada anglais, et c'est pour cette raison que je me suis dit que ce n'est pas une question de couleur peau à la base. Parce que les Canadiens anglais disent que les Canadiens français, ce sont des inférieurs, ce sont des paresseux, ce sont des barbares, des gens qui ne peuvent être civilisés en aucun cas. Cependant, les Français, c'était des blancs et les Canadiens anglais, c'était des blancs. Mais cependant, puisque les uns parlent anglais, les autres parlent anglais, il y a une différence. C'est pourquoi, monsieur, la différence engendre toujours la haine, monsieur. Kalala Omutande le dit. Si vous n'êtes pas devenus des puissants, vous êtes des poids. Et après, c'est tout. Cela veut dire qu'il faut la volonté de puissance, monsieur. Pour n'être pas avalé par les puissances impérialistes, monsieur. Donc, vous voyez, cela veut dire que dès que des groupes différents se trouvent sur le même lieu, il y a des polémiques, il y a des guerres. Et c'est pourquoi les Canadiens anglais voulaient détruire les Canadiens français. Et bien sûr, ce n'est pas une question de couleur, pour comme le dit Kalala Omutande, même si on était jaune, même si on était blanc, même si on était brun, même si on était rouge, messieurs, si on n'avait pas la volonté de puissance, on serait avalé un point, c'est tout, messieurs, par l'animal la plus puissant, le plus puissant, messieurs. Donc, et même les États-Unis, mes amis, étaient fédérés grâce à la conquête. Les Blancs du Nord qui étaient anti-esclavagistes se battaient contre les Blancs du Sud qui étaient des esclavagistes. Cependant, c'était des Anglais, c'était des Blancs, mes amis. Mais bien qu'ils ont des idées politiques différentes vis-à-vis de la colonisation, ils se battaient, mes amis. Mais les Blancs du Nord, avec le secours des Noirs, avaient monté une armée très puissante et conquéri le Sud, messieurs. C'est ce qu'il faut faire. Dès qu'un pays de l'Afrique partageait l'idée du panafricanisme, l'idée de la fédération africaine, eh bien, ce pays-là, une fois érigé son pays en empire, en fédération, il doit monter son armée et conquérir l'Afrique pays par pays, mais c'est pas des conquêtes de terre, pas l'esprit d'élargir par des territoires, mais c'est là le véritable esprit de la conquête. Et, monsieur, je ne donne pas ici des conseils pour aller faire la guerre. Mais c'est toute révolution. Il faut au moins une sorte de radicalité pour être révolutionnaire. Mais c'est un point, c'est tout. Soit on est des révolutionnaires, soit on est des utopistes, on est des rebelles ici. C'est ça, monsieur, un point, c'est tout. Vous voyez, c'est là l'esprit de la fédération. Et si on ne fait pas ça, monsieur, on restera dans un rêve, dans un éternel rêve. En effet, monsieur, qu'est-ce qu'une tradition, monsieur? Tradition dans le domaine juridique, c'est mode de transmission naturelle de tout ou partie de la culture du peuple, de génération en génération, au sein de la vie ordinaire, par opposition à l'enseignement d'élite ou moderne, aux médias, etc. En religion, c'est interprétation par les textes, des textes sacrés des religions. En effet, la définition de la tradition dans le domaine religieux est contre ces désordres qui se fait actuellement dans le kémitisme. Parce qu'il n'y a pas un enseignement élitique à proprement parler, messieurs. Ce qu'on appelle élite africaine est une élite coloniale qui crache sur son propre identité. On pratique la culture occidentale par rapport ou par opposition à la culture africaine. Et c'est là, monsieur, on est dans la confusion. Ce qu'on appelle élite africaine n'est pas une élite, c'est une dimension, c'est une partie coloniale, monsieur. C'est pour cette raison. L'élite, qu'est-ce qu'on entend par élite? L'élite doit venir du folklore du peuple et ce que cette élite avait rejeté constitue la dimension folklorique. Mais on ne fait pas ça. Ce n'est pas aller dans une culture étrangère, puiser quelques éléments pour en faire une élite. Ce n'est pas ça. Maintenant, monsieur, comment va-t-on différer la tradition africaine de sa modernité proprement dit, monsieur?
Pour qu'il y ait vraiment une tradition africaine ou une civilisation africaine, il faut un enseignement tiré de cette même tradition, fixé par une élite, rejeter certains traits de cette même tradition. Et les traits rejetés survivront dans la masse et ils constitueront la véritable tradition populaire ou le folklore de ce même peuple, messieurs. Maintenant, il est clair, on ne peut distinguer la tradition de l'élitisme ou la modernité, messieurs. Parce que toute chose marche avec son contraire, messieurs. On a seulement la tradition africaine, mais on n'a pas le contraire de ces thèmes. Cela veut dire on n'a pas l'enseignement élitique par opposition à l'enseignement traditionnel. C'est ce qu'on appelle l'enseignement. Ce qu'on appelle l'enseignement élitique en Afrique n'est qu'une culture étrangère occidentale. Et c'est là vous êtes dans une confusion chronique et atroce, messieurs. Il faut retourner pour définir la chose comme il fallait, messieurs. En effet, ce qu'on appelle enseignement élitique, ce n'est pas un enseignement tiré d'une culture, comme je l'ai dit. C'est de préférence un enseignement tiré de sa propre culture et le choix de rejeter une partie pour des raisons de développement et en plus, et selon le projet sociétal ou civilisationnel et visé par l'élite, par cette élite issue de la même tradition, messieurs. Mais en Afrique, on n'en a pas ça. Par conséquent, on essaie ce que c'est que son élite, eh bien, on essaie non plus ce que c'est que sa tradition. C'est une chose avérée. Pour qu'on sait qu'il y a la nuit, il faut qu'il y ait le jour, messieurs. Parce que c'est la loi du contraste, messieurs. Pour qu'on sait ce que c'est que le mal, il faut qu'il y ait le bien, messieurs. Pour qu'on sait ce que c'est que l'amour, il faut qu'on sait ce que c'est que la haine, messieurs. C'est la loi du contraste. Cela veut dire que si on ne sait pas ce que c'est que l'élite, si on n'a pas un enseignement élitique, eh bien, on ne sait pas non plus ce que c'est que son propre tradition. Ça, c'est un fait avéré, messieurs. C'est pourquoi il faut aller dans la même tradition, choisir une partie, rejeter une partie. La partie choisie sera l'élitisme et la partie rejetée sera la partie populaire, messieurs. C'est un fait avéré, c'est clair, messieurs. Je pense que je suis compris. Et maintenant, je crois que le kémitisme, monsieur, ne renforce pas cette confusion parce que le kémitisme débute comme le protestantisme avec des tendances diverses au sein du même kémitisme, monsieur. C'est un fait avéré, monsieur. Qu'est-ce qu'un dogme? C'est véritablement indiscutable, une doctrine, une vérité indiscutable, définie par l'autorité compétente, objet de foi. En religion, point capital de doctrine, vérité considérée comme incontestable par l'Église, par une Église chrétienne ou par une autre religion. Donc, mes amis, le kémitisme n'a aucune autorité compétente qui fixe ce qu'on doit croire. Vous voyez que la définition qu'on vient de faire là, c'est une définition issue du champ lexical de la théologie occidentale. Mais Cheikh Anta Diop avait utilisé le mot conseil écuménique. Et je prends cette définition selon cette terminologie-là pour bien comprendre l'idée que Cheikh Anta Diop voulait faire passer, monsieur. Et selon cette définition-là, monsieur, selon ce que voit Cheikh Anta Diop, il n'y a pas une autorité compétente, monsieur, pour fixer le dogme ou la doctrine du kémitisme. Sur les réseaux sociaux, l'un comprend un genre et l'autre comprend une façon. Et pour éviter ces dérives, Diop dit qu'il faut un dogme. Pour qu'il y ait un dogme en tant que tel, monsieur, il faut une élite religieuse, monsieur. Et ceci est très clair, monsieur. Les dirigeants des divers horizons du kémitisme peuvent se réunir, se constituant en élite en vue de fixer les articles de foi de cette doctrine, monsieur. Et on dit kémite et on ajoute un isme pour donner kémitisme. Cela sous-entend qu'il s'agit d'une doctrine, monsieur. Donc, il faut dire qu'une doctrine, en tant que telle, sans élite, monsieur, sans direction, est une ruine sociale, monsieur. C'est avéré. C'est une ruine sociale, monsieur, si cette doctrine n'a pas une élite qui la dirige, monsieur, qui l'oriente vers sa finalité. Et en guise d'illustration, monsieur, par exemple, la cosmogonie des Bambara dit qu'il y a 266 signes fondamentaux qui conservent le secret de tout l'univers, monsieur. Et les Bambara disent que les signes, ces signes, ce sont les signes de la création, les signes du ciel, etc. Et si vous voulez savoir tout ça, vous pouvez lire Les fondements de l'initiation Komo. C'est un livre important. Et messieurs, vous voyez là,
Il s'agit d'une cosmogonie étrangère. On ne le comprend pas, messieurs, si on ne l'étudie en profondeur, messieurs. C'est déjà une différence totale, messieurs. Et après les Bambara qui dit cela, on dit qu'au commencement, en Haïti, selon notre cosmogonie, on dit au commencement d'Ambala, qu'on a considéré comme le Dieu suprême, a été né par lui-même, messieurs. Il a pour femme Aïda Wedo. Et Aïda et Dambala se rencontrent et on donne au boutonnaire, etc. Puis la génération des dieux. Donc si on veut savoir, en plus on peut consulter le livre qui a pour titre La légende des lois. Cela veut dire que vous pouvez voir une grande différence entre les Bambara et les Haïtiens là, au point de vue cosmologique. Et ensuite les Dogons du Mali disent que Dieu, le Dieu créateur, c'est Ama. Et dans la religion, dans la cosmologie, il y a une femme, c'est-à-dire c'est Dieu créateur là, une femme. Et qui a produit en rencontre avec cette femme-là des génies qu'on appelle nomos. Et ces génies-là, ce sont des verbes avec qui et Ama avait créé le monde. Donc, ici, on peut voir il y a une grande différence dans la conception et dans la linguistique, dans les concepts. Et si on veut savoir en plus sur la cosmogonie des Dogons, on peut lire ce document Kapouti Dieudo entretien avec Obotemeli. Donc, on peut voir qu'il y a une différence entre les Bambara, une différence avec les Haïtiens, entre les Dogons là, c'est une différence. Et les Bantous disent au départ, il y avait une force qui est Dieu, qui est appelée Mwene Bukono, Mwandi. Et cette force-là, c'est la force vitale, qui est en tout, qui vit en tout. Donc, si on veut savoir en plus, on peut consulter un document, la philosophie Bantou. Donc, là, on peut voir la différence. Cela veut dire qu'il y a une différence dans les mots, dans les concepts, dans les visions, messieurs. Même si, au fond, c'est la même cosmogonie. Parce que ce qui va faire l'unité de nous tous, c'est le culte des ancêtres. C'est ça. Mais notre conception, notre vision du monde, cela veut dire que si le Bambara va raconter, voici comment le monde a été venu, les Bambara vont faire cela autrement. Les Haïtiens vont faire cela dans une autre façon. Et les Dogons vont faire ça dans une autre façon. Mais cependant, les Sémites, les Juifs et les Arabes peuvent faire ça et dans une seule façon. Parce que l'Ancien Testament là, le Torah, c'est le livre des Arabes et des Juifs, le livre des Sémites. Cela veut dire, tous les Sémites vont vous dire que au commencement, la terre était formée vide, Dieu se mouvait sur les eaux, tout ça. Cela veut dire, il y a une unité de pensée cosmogonique chez les Sémites. C'est cette unité de pensée cosmogonique qu'on doit entreprendre pour établir le système du monde noir, messieurs. C'est un fait avéré, messieurs. Ça c'est très clair, messieurs. À définition, le mot veut dire universel, l'ensemble de terres habitées. En religion, relatif à l'œcuménisme qui concerne ou rassemble l'ensemble des confessions chrétiennes. Et maintenant, cette terminologie, c'est comme une terminologie occidentale, issue de la théologie occidentale. Mais messieurs, il est vrai que Diop utilise un terme lié à la théologie occidentale, mais il faut comprendre le message qu'il veut faire passer, messieurs. Il veut qu'il y ait un système du monde, messieurs, un seul dogme, messieurs. Une théologie pour cette religion, messieurs. Il faut adopter exclusivement le panthéon égyptien, messieurs. Il faut réhabiliter la religion égyptienne, messieurs, ses clergés, ses rites, etc., messieurs. Mais on sait qu'il y a autant de dieux que de clergés en Égypte, messieurs. Il y a les prêtres Osiris, il y a les prêtres d'Amon, il y a les prêtres d'Isis, etc. Il faut remplacer les panthéons des nations africaines par celui de l'Égypte, messieurs. Et tout le peuple noir n'aura que c'est le système du monde, que c'est le panthéon, que c'est le grand prêtre qui coiffe cette religion-là, messieurs. Que c'est le livre sacré, messieurs, en vue de fixer, messieurs, un seul dogme, une seule vision du monde, un seul système du monde. Mais on veut rester dans le folklore, messieurs. On veut pas rejeter certains rites, certaines croyances qui ne sont pas forcément liées au projet civilisationnel qu'on veut imposer, messieurs. Donc, cependant, les Kémites se trouvent dans cette confusion. Ils le savent ce qu'ils veulent. Ils le savent, veulent-ils du folklore ou veulent-ils créer le monothéisme ancestral égyptonien, messieurs. Ils ne savent pas cela. Donc, comme je l'ai dit,
Un seul leader kémite peut réaliser ce projet. Il doit réunir les kémites qui veulent en vue de créer une assemblée, en réhabilitant la religion égyptienne dans toute sa totalité, dans toute son originalité. Et par exemple, sur cette assemblée simple en Haïti, on remplacera le panthéon du vaudou haïtien par le panthéon de l'Égypte ancienne. Et ensuite, on procédera ainsi tout en cherchant à réunir tous les autres en vue de fixer un seul système du monde pour unifier le kémitisme autour d'une seule idéologie, monsieur. C'est comme ça, les premiers rois avant Namé, c'est-à-dire le roi Scorpion, avait fait pour unifier, messieurs, ce qu'on appelle Taméri, l'ancienne Égypte. Et, monsieur, les kémites, en voulant rejeter l'Occident, monsieur, c'est un mal. En voulant rejeter l'Occident, rejettent une bonne partie d'eux-mêmes. Parce que certains rituels qu'on pratique aujourd'hui dans le christianisme et qui ont été volés à l'Égypte sont méprisés par les kémites. Et Dibombali Mok avait dit cela, tu vois ça dans la vidéo de lui. Et c'est encore une confusion et une divergence, monsieur. Et monsieur, si le kémitisme procède de cette manière, monsieur, tandis que le kémitisme veut rejeter lui-même, parce qu'on veut rejeter, on veut cracher sur les rituels volés à l'Égypte qui se trouvent et qui se pratiquent dans le christianisme actuellement. Par exemple, ce qu'on appelle l'Eucharistie, la Sainte Seine. C'est un rituel kémite, mais on veut le rejeter parce que ce rituel est pratiqué dans le catholicisme, dans le protestantisme. Monsieur, c'est une erreur flagrante, monsieur, et ça, c'est une erreur, monsieur. Et, monsieur, est-ce qu'on ne voit pas la confusion, mais c'est la divergence? Mais c'est si en Haïti, monsieur, on parle du Dieu suprême, on parle de Dambala. Au Bénin, on parle de Maou. Au Mali, on parle d'Ama ou de Geno. Et chez les Bambara, on dit Mahangala, monsieur. Ça, monsieur, ce sont des confusions, monsieur, des divergences, monsieur. Mais pourquoi on ne peut pas fixer le panthéon égyptien? Tous les Noirs doivent dire Atum, comme le créateur. Tous les Noirs doivent dire Atum. Tous les Noirs doivent dire ça pour unifier, pour avoir un seul langage, monsieur. Pourquoi toutes ces divergences, toute cette confusion, toutes ces nuances, monsieur, en Haïti, on dit Dambala, au Bénin, on dit Maou, au Mali, on dit Ama, on dit Geno, au Bambara, on dit Mahangala et autres. Il y a des variations un peu partout dans toute la cosmogonie africaine. Il faut l'unité de la vision du monde, de la conception, monsieur. Il faut faire ça, monsieur. Il faut fixer ça, monsieur, pour établir la religion continentale, le monothéisme ancestral d'Osiris que Cheikh Anta Diop veut implanter pour que nous puissions préserver les Noirs de toute aliénation culturelle, monsieur. Ah, et en effet, monsieur, et en conclusion, j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on veut, monsieur, en fait? Qu'est-ce qu'on veut en réalité? La perduration dans le folklore qui consiste à préserver tous les rites, les croyances, les chants, les danses, etc. Ou un conseil écuménique qui fixe un dogme pour tout le peuple noir et bannit certaines pratiques de nos folklore qui sont contraires au projet civilisationnel, sociétal qu'on veut implanter, qu'on veut fixer au monde noir, monsieur. Il faut décider. Sache que si on fait choix de persister dans le folklore, monsieur, sache que qu'on a trahi la mémoire de Cheikh Anta Diop, monsieur. C'est ce que je vais faire passer, monsieur. Je pense que le message est passé.